Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire, donc deuxième webinaire d'une série de 4 dédiés à l'espace européen des données de santé. Donc aujourd'hui, 2 intervenants, Isabelle Zablit, côté DNS, donc délégation ministérielle au numérique en santé, et Antoine Demarassé pour l'Agence du numérique en santé. N'hésitez pas à vous connecter depuis Chrome pour suivre ce webinaire, puisqu'on a 2 petites vidéos à vous diffuser et ça marche mieux depuis Chrome. Voilà. Et comme d'habitude, on mettra le support en ligne, tout comme le replay que vous recevrez par mail dès la fin de la session. Je vous passe la main et puis bon webinaire à tous. Eh bien, merci beaucoup, Élodie, pour cette nécessaire introduction et pour nous rappeler tous les éléments de confort aussi techniques pour les vidéos qui vont être diffusées lors de ce webinaire. Donc, ravi de vous retrouver pour avancer dans notre prise en main de l'espace européen de données de santé. Aujourd'hui, on va parler en particulier du partage des données de santé donc au sein de l'Union européenne et dans le cadre du parcours de soins. C'est un élément donc assez indispensable pour nos vies de citoyens et qui est en cours d'évolution. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous savez que ce séminaire fait partie d'une série de webinaires qu'on a mis en place pour justement favoriser cette prise en main de l'espace européen de données de santé. Vous avez différentes dates. N'hésitez pas à la partager avec cette slide avec vos collègues, puisque certains peuvent être intéressés par des sujets précis au sein de l'équipe, voilà, selon votre organisation. Donc, les prochaines thématiques seront le partage des données dans le cadre de leur réutilisation, ça c'est le 25 octobre, et avant ça, il y aura la future autocertification des dossiers médicaux électroniques qui va évidemment être aussi structurante. Voilà, certainement, comme on ne va pas se lasser du sujet, il y aura peut-être d'autres webinaires par la suite en fonction des retours et des besoins que vous pourrez exprimer, mais ceux-ci sont déjà d'ores et déjà ancrés dans les agendas. Alors, aujourd'hui, donc, le parcours de soins, la circulation des données de santé dans ce cadre au sein de l'Union européenne. Donc, on va, au cours de ce webinaire, à la fois vous donner le cadre général dans lequel s'inscrit cette partie très importante de l'espace européen de données de santé. On va en plus avoir le plaisir, et d'où les vidéos, de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, puisque la France a déjà mis en œuvre une partie, et on va le voir, de cet espace européen de données. Donc, cette partie parcours de soins s'appelle Ma santé à tuer en français, My Health at EU en anglais. Donc, on va regarder quels sont ses cas d'usage et son déploiement, et en particulier ce qui se fait en France avec la démonstration du portail cesali.fr. Ensuite, nous parlerons de ce que le règlement européen va changer. Donc, il représente à la fois des opportunités, mais aussi quelques défis. Donc, on aimerait bien les couvrir avec vous. Et on terminera par le calendrier d'application des nouvelles dispositions. Alors, pour cette première partie, de quoi s'agit-il quand on parle de partager les données de santé dans le cadre de l'Union européenne? Tout simplement, pour mémoire, même si encore aujourd'hui on a quelques sujets au niveau national pour assurer l'interopérabilité, force est de constater qu'au niveau européen, eh bien, c'est encore extrêmement compliqué, puisque nous avons 27 systèmes de santé hétérogènes, correspondant donc aux 27 États membres, et que, comme vous le savez certainement également, il n'y a pas d'harmonisation de ces systèmes de santé qui est prévu. Ça fait partie de notre culture, de notre tradition d'avoir un système de santé national. À l'inverse, avec l'avènement du numérique, pourrait-on dire, on a aujourd'hui la possibilité d'établir des ponts entre ces systèmes de santé, et autrement dit de fluidifier le transfert des données de santé lors de la prise en charge d'un patient, donc dans le cadre du parcours de soins. Et ça, c'est une attente en fait qui est très, très importante de la part des professionnels de santé et de notre
part à nous aussi, puisque nous pouvons bouger, que ce soit pour des raisons professionnelles ou des raisons de loisirs au sein de l'Union européenne. Et nous avons tous expérimenté à un moment donné ou l'autre la difficulté que représente aujourd'hui la non-circulation des données de santé. Donc, depuis déjà quelques années, l'Europe s'est attelée à ce problème en souhaitant donc construire un système de maillage de systèmes de soins. Je préfère ce terme au terme d'harmonisation, par exemple, puisqu'il ne s'agit pas d'harmoniser les systèmes de santé, mais bien d'établir ces canaux pour faire circuler les données dans le cadre de la prise en charge. Cela représente évidemment aussi un potentiel économique très important, puisque quelque part, ça va nous créer en effet, j'allais dire de tangente, un digital single market pour le numérique en santé. Et ça va être aussi quelque chose de très important et source d'opportunités pour nombre de parties dans l'écosystème. Néanmoins, il n'y avait pas aujourd'hui de cadre législatif pour encadrer cela. Donc, vous savez que l'Europe ne peut pas fonctionner sans un cadre législatif. Donc, il fallait créer ce cadre législatif et c'est l'objet de ce projet de règlement pour l'espace européen de données de santé. Alors, évidemment, pendant la pandémie, on s'est dit plusieurs fois, eh bien, si on avait déjà eu ça en place de manière mature, eh bien, ça nous aurait diantrement simplifier les choses, que ce soit pour la prise en charge des patients comme pour la politique publique d'ailleurs. Donc, on va passer au suivant. Donc, je vous rappelle qu'il y a 2 volets au projet de règlement. Donc, il y a ce volet, donc MyHealth.eu, Ma Santé à TUE, pour ce que l'on appelle l'utilisation primaire des données de santé du patient et la circulation des données dans le cadre de cette prise en charge. Et il y a un second volet que nous n'aborderons donc pas aujourd'hui, qui est le volet Health Data ATU. Alors aujourd'hui, c'est un jour particulier, puisque si le volet de gauche est déjà mis en œuvre, et on va revenir dessus, le volet de droite, lui, n'est pas encore mis en œuvre, mais aujourd'hui est un grand jour, puisque c'est le lancement du pilote, en fait, qui va préfigurer et qui va proposer des solutions concrètes pour cette partie d'infrastructure Health Data ATU pour l'utilisation secondaire des données de santé. Ce projet est en fait mené par un consortium et c'est le Health Data Hub français qui a été choisi donc pour à la tête de ce consortium pour mener ces activités avec 16 partenaires issus de 10 pays européens. Donc, quelque chose de concret dont on suivra l'évolution dans les prochains mois. Si je reviens sur MyHealth.eu, donc Ma Santé à TUE, donc là, le projet de règlement est explicite sur le sujet de ce traitement de données de santé électronique qui est dans ce périmètre. Donc, il s'agit d'évaluer, maintenir, rétablir l'état de santé d'une personne physique. Et donc, on parle bien des données qui se rapportent à cette situation et cela comprend la prescription, la dispensation, la fourniture de médicaments et dispositifs médicaux et les recours aux services de sécurité sociale, administratifs et de remboursement qui sont nécessaires pour le faire. Alors, ça fait aussi écho aux projets nationaux que nous avons, puisque aujourd'hui, l'utilisation primaire des données de santé en France, eh bien, elle se concrétise aussi avec une nouvelle façon de travailler, puisque nous avons la mise en œuvre depuis janvier 2022 de Mon Espace Santé, qui est le projet majeur pour le citoyen au regard de ces données de santé, puisqu'il permet de généraliser donc les échanges fluides de données de santé pour nous résidents en France. Et il a donc établi sur le principe de l'État plateforme, qui est sous-jacent à la doctrine qui est mise en place par la DNS et l'ANS. On a donc le positionnement central de l'État qui est le garant de la gestion des données de santé en France dans le cadre de cette stratégie. Et donc ça, c'est un positionnement très important et qui, comme vous le savez, laisse toute sa part et co-construit d'ailleurs avec le secteur privé, mais c'est le principe de base. Donc, dans ce cadre-là, on a 4 fonctionnalités majeures qui sont mises en place. L'accès direct au dossier médical et donc aux données de santé, la messagerie sécurisée, l'agenda médical et le catalogue de services. En ce qui concerne le dossier médical, on a bien donc
l'accès direct du citoyen à ces données de santé. Et c'est un des projets clés aussi qui est porté par le projet de règlement au niveau européen. Donc, on est, j'allais dire, complètement dans cette lignée-là au niveau national. Donc concrètement, dans mon espace santé, qu'est-ce que peut faire le citoyen? Eh bien, il peut autoriser ou bloquer un professionnel de santé. Il peut aussi paramétrer l'accès à ces données par le SAMU en cas d'urgence. Donc, ce qui a un intérêt évidemment potentiellement pour de vie ou de mort, j'allais presque dire. Et de la même manière, pour des cas d'urgence, il peut aussi permettre l'accès par d'autres professionnels de santé. Donc, quelque part, c'est le citoyen qui va déterminer le lien qu'il a avec ces différents écosystèmes et la manière dont il souhaite partager ces données de santé. Il peut également rendre visible ou masquer, à l'inverse, une partie de ces documents, une partie ou toute une partie, et il peut accéder à l'historique d'activité, ce qui lui permet dans ce cas de pouvoir prendre des décisions en fonction de qui il voit, qui a pu se connecter ou pas à ces données de santé. Donc ces éléments qui sont tout à fait nouveaux pour les citoyens français sont des documents qui sont vraiment de l'ordre de la prise de contrôle sur ses propres données de santé. Et encore une fois, le projet de règlement européen prévoit également d'y passer, et c'est d'ailleurs en ligne avec les principes éthiques pour le numérique en santé que nous avons donc fait adopter au cours de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Merci beaucoup Isabelle. Voilà, donc on va passer à la partie 2 et c'est Antoine qui va prendre le relais. C'est ça, on va aller zoomer un petit peu plus sur ce qui se fait en Europe, l'état des lieux de ce réseau, de cette utilisation primaire de données de santé en Europe, comment entre États membres on se raccorde, comment on travaille ensemble. On va aller regarder le cas d'usage très concret opérationnel aujourd'hui qu'on a pu publier, notamment via ce portail cesali.fr. Et à la suite de ça, je te repasserai la main pour continuer à propos du règlement européen. Je vous propose une toute petite vidéo, un peu bande annonce, de moins de 30 secondes pour illustrer un peu, la suite là de la présentation et à la fin de ça, je vous ferai une démonstration, commentée. Élodie, tu peux lancer. Alors merci beaucoup. Donc voilà un petit peu la bande annonce là pour essayer de vous motiver sur la suite. On va aller regarder, au niveau de l'Europe, sur la prochaine slide, de la maturité de tout ça. Et on va aller regarder les cas d'usage aujourd'hui de données de santé qui sont déjà opérationnels. Donc tout d'abord, là, l'objectif, c'est bien de pouvoir se raccorder ensemble. Donc on travaille sur un réseau européen qui s'appelle Ma Santé UE et qui doit permettre, le partage des données de santé du citoyen. En fait, l'objectif, c'est bien de permettre, la libre circulation des données de santé, qu'elles ne soient plus, une fois qu'on a passé une frontière, bloquées, en français, non structurées, inutilisables. Donc ça, c'est déjà un premier élément, c'est, de pouvoir donner aux professionnels de santé l'accès dans sa langue, aux données médicales du patient, d'origine européen. Ça veut dire, travailler sur des formats structurés, des standards pour, être en capacité de transcoder cette donnée, de la traduire, de l'utiliser et pour ce faire, on va atterrir en fait entre États membres sur un format pivot européen, qu'on travaille ensemble en concertation, qui va nous permettre d'effectuer tous ces mécanismes de transcodification et de traduction. Aujourd'hui, tous ces échanges, sont réalisés de manière sécurisée. En fait, on travaille sur un réseau d'IP privés qui s'appelle Testa, pour cet échange de données de santé, et chaque État membre, en fait, doit opérer un point de contact national sur ce grand réseau.
Donc nous, la France, on a pu l'ouvrir à juillet 2021 sur un premier cas d'usage et on opère du coup ce NCP, ce point de contact, qui est opérationnel et qui est disponible pour réceptionner de la donnée. Donc les premiers éléments donc sont qu'on chaque État membre vient porter son nœud dans ce réseau européen. On est obligé d'avoir une donnée structurée pour pouvoir la qualifier, la traduire, la transcoder. Donc ça passe par de la terminologie de santé et on converge vers des formats pivots. Donc ça, c'est vraiment ce qui est un petit peu important, à savoir comment on échange cette donnée et comment on est en capacité de l'utiliser. Maintenant, sur la prochaine slide, on va pouvoir voir 2 cas d'usage qui sont matures à l'échelle européenne, qui vont concerner le volet de synthèse médicale et la e-prescription. Donc Élodie, tu peux passer. Sur ces 2 cas d'usage, donc sur la partie droite, aujourd'hui à la France, on a raccordé le Patient Summary. En fait, c'est un équivalent de volet de synthèse médicale qui contient les historiques de vaccination, les traitements en cours, les maladies et interventions, les allergies, les dispositifs médicaux sur ce format européen. Et un deuxième cas d'usage mature aussi au niveau européen, ça va être tout ce qui est prescription de médicaments à s'associer à sa e-dispensation. L'objectif ici, c'est d'obtenir un médicament d'un État membre à l'autre. Donc voilà en fait les 2 cas d'usage opérationnel aujourd'hui. On va voir nous en France où on en est par rapport à ça. Et sur la partie gauche, on voulait vous illustrer un petit peu la carte des déploiements de ces cas d'usage et comme ça porter aussi l'ambition de ce règlement par rapport à tout ça et toute la base qui a été travaillée sur une base plutôt volontariste des États membres. Donc aujourd'hui, on a déjà 10 pays raccordés sur, peu importe en fait ces 2 cas d'usage. On a des go live, donc des mises en production prévues, en 2022 de 9 nouveaux pays, mais l'objectif ici, c'est de vous montrer, l'horizon 2024-2025 pour que pour que la couverture géographique en fait soit la plus grande possible. Donc à la fois couverture géographique et couverture des cas d'usage. Hem À partir de là, je vais maintenant m'intéresser à ce qu'on a en France. On peut passer sur la slide suivante. Ah pardon, avant ça, donc là, j'ai parlé de 2 cas d'usage, le volet de synthèse médicale et la e-prescription. Maintenant, l'objectif, donc effectivement, comme je disais, d'agrandir la capacité géographique, mais aussi de cas d'usage. On a un nouveau programme européen qui devra aboutir jusqu'à la fin de l'année, qui s'appelle XE Health, qui a été lancé en 2020 et qui se concentre sur plusieurs nouveaux cas d'usage. Donc l'extension, par exemple, de ce volet de synthèse médicale aux maladies rares, qui se concentre sur les résultats de laboratoire, tout ce qui va être autour du compte-rendu d'imagerie et lettres de sortie d'hôpital. Là, l'objectif, c'est de proposer un maximum de documents du parcours de soins, un maximum de documents de santé, afin du coup de toucher un maximum d'usages. Toutes ces spécifications fonctionnelles, techniques, en fait, sont disponibles sur les espaces européens. Je vous ai mis les liens ici. On pourra les reproposer dans la conversation tout à l'heure. Et Isabelle, n'hésite pas, hein, si tu veux intervenir. Et toutes les spécifications techniques sont disponibles sur le hardcore de la commission. En fait, tout ce réseau s'appelle EHDSI et c'est le hardcore, c'est en fait l'espace dans lequel on vient proposer ces spécifications techniques sur ces cas d'usage. Donc typiquement pour tout ce qui est patient summary et e-prescription, ils sont matures, mais ils sont amenés à changer sur les 4 autres cas d'usage là portés par ce programme XeHealth. Écoute, puisque tu m'y invites, Antoine, peut-être une petite précision pour ceux qui nous écoutent. D'abord, vous comprenez qu'on a actuellement en cours, et on est déjà dans le concret, un double déploiement, un déploiement qui se fait sur une couverture géographique et un déploiement qui se fait par cas d'usage. Et donc, l'idée, c'est d'avoir donc à terme toute la fluidification de ce parcours de soins. Une deuxième précision, c'est aussi le fait que la couverture géographique, c'est les 27 pays de l'Union européenne auxquels se sont déjà rajoutés sur base volontaire
l'Islande et la Norvège. La Commission européenne nous a demandé aussi et a invité l'Ukraine à le rejoindre dans le même calendrier. Et donc, on est déjà à une couverture géographique sur le calendrier que vous indiquez, Antoine, à 30 pays. Donc, vous voyez que c'est un enjeu qui est considérable pour chacun d'entre nous. Alors du coup, je vais rentrer sur ce qui est concret là en France. Où est-ce qu'on en est ce déploiement? Et on va aller zoomer sur le portail Césali qui est en fait le premier aboutissement, le premier résultat de ce programme. Donc tout d'abord, on a répondu à un cas d'usage à propos du volet de synthèse médicale, mais dans le sens du patient européen en France. Ça veut dire qu'on met à disposition la donnée, de santé aux professionnels de santé français. Ça c'est le premier élément. C'est que là, pour l'instant, ce travail-là, bénéficie aux patients européens. Heu, donc du coup, on a publié une interface, un portail web qui s'appelle cesali.fr, et on l'a publié à l'été 2021, d'abord dans un cadre réduit de 4 pays raccordés. Puis cet été, on a pu y ajouter 3 pays, donc on est à un total de 7 pays. C'est pour vous montrer en fait, l'évolution de la couverture géographique et dans les mois et les années qui viennent. Et cet objectif ici, c'est, de permettre aux professionnels de santé français d'accueillir, de réceptionner un patient européen, et d'accéder aux données de synthèse médicale. Donc on va voir les différentes sections cliniques ensemble, pendant la démonstration. Donc en français, via l'application de ce mécanisme en fait de traduction et de transcodification qui est géré, entre le format pivot européen cible et du coup nous, comment on se réapproprie ce code. On va rapidement passer sur vous allez le voir lors de la démonstration, la période du consentement du patient qui est un prérequis. Cette interface web qui va commencer à être disponible en API, donc ça veut dire pour les logiciels, de santé, pour pouvoir directement raccorder vos services sur Césali. L'objectif étant que le professionnel de santé n'ait pas à sortir de son logiciel, ouvrir un navigateur, aller sur un portail, se réauthentifier via ProSanté Connect et du coup perdre un petit peu de temps dans l'accueil, du patient. Là donc je vais passer, à la démonstration. On parle bien du patient européen, et à propos du patient français, donc ça veut dire, permettre, à nous en fait en tant que patient d'aller partager sa donnée de santé, à date, ce qui a été, mené à terme, c'est le cadre légal juridique. C'est la publication du décret relatif justement au partage des données de santé des patients français à travers ce mécanisme, sous base du consentement par voie électronique dans un autre État membre. Donc pour l'instant, on n'a pas du tout, de raccordement technique sur ce cas d'usage. Ce que je vous propose maintenant, c'est que je passe à la démo commentée. Isabelle, ouais? Antoine, juste, je vois dans le chat qu'il y a 2 questions auxquelles on peut peut-être, rapidement répondre, avant, la démo, si tu es d'accord? D'accord, ouais. Alors, Donc la première question, c'est, le volet de allô? oui, on t'entend bien. Le volet de synthèse médicale doit être celui qui sera établi par le médecin ou bien qui peut être établi dans mon D'accord. espace santé en utilisant les données rentrées par l'usager et qui permettent d'établir une Donc en fait synthèse. sur cette oui. Mmh. Donc en fait, juste pour répondre à cette question-là, donc comme Antoine l'a dit, c'est un cas d'usage qui n'a pas encore été déployé en France. Donc cette question est un petit peu, très en amont en fait, de ce déploiement. Donc ça devrait être défini au moment où on va faire, le projet. En ce qui concerne, les autres pays proches et non européens tels que Monaco, Andorre et la Suisse, actuellement, il n'y a pas de projet pour qu'il soit dans MyHealth.eu ou Ma Santé ATUE. Ça viendra certainement dans les étapes suivantes, mais je vous rappelle que, pour les faire entrer et on va avoir un problème majeur à traiter, c'est le fait que ces pays ne sont pas soumis au RGPD et donc ce qui est un élément de blocage pour rentrer, dans le système européen.
À l'inverse, vous voyez des pays comme la Norvège, l'Islande et à terme l'Ukraine se sont engagés sur la mise en œuvre du RGPD chez eux. Voilà. Super, merci beaucoup. Vous pouvez continuer à poser vos questions. On va passer à une vidéo d'une démo commentée. Et puis comme ça, on pourra peut-être les traiter directement après et enchaîner sur la suite du programme. Alors, voilà donc le portail Césali, www.cesali.fr. Là, on est un professionnel de santé français, hein, qui du coup réceptionne un patient européen. Donc on se connecte. Là, on bascule en fait sur ProSanté Connect, hein, pour gérer l'authentification du professionnel de santé. Là, je faisais le test avec ma carte, la ICPS en fait. Donc je fais la vérification sur mobile. En même temps, désolé, c'est une vidéo un petit peu, et je choisis ma situation d'exercice. C'est une vidéo que j'ai tournée l'année dernière. En fait, aujourd'hui, vous allez voir dans cette boîte une pays de résidence. Au lieu d'avoir 4 pays, on en a 7. Donc Croatie, Malte, Portugal, République tchèque et maintenant du coup Luxembourg, Estonie, Espagne. Là-dessus, donc on a par exemple une patiente du Portugal, on vient saisir son trait d'identité. Pas d'identifiant européen commun. Chaque État membre en fait nous propose un identifiant de santé un petit peu différent. Nous, on le met à disposition aux professionnels de santé. Une fois qu'on a rentré cette identité, on recherche ce patient et si c'est bon, on récupère en fait l'ensemble de ses autres traits d'identité, son adresse, son genre, hem, pour bien valider qu'on est bien en face de ce patient. Là-dessus, le mécanisme de consentement, là, ce qui se passe, c'est 2 choses. Moi, en tant que professionnel de santé français, je peux lui partager une notice d'information patient traduite dans sa langue, qui est mise à disposition par la Commission européenne. Mais là, je vois pas ce qui se passe de son côté. Potentiellement, dans son application mobile, elle accepte directement par voie électronique, l'ouverture du flux ou par exemple, avant de voyager, elle se met sur une liste pour pouvoir partager ses données de santé. Ça, je ne le vois pas et du coup, on lui présente ici, ce recueil de consentement sur lequel on a mis, nous, notre délégué à la protection de la donnée à l'Agence du numérique en santé. Hem, une fois que c'est fait, du coup, donc je confirme bien la demande de consultation seulement dans le cadre de la prise en charge médicale et je valide avoir effectivement proposé cette notice d'information. Et là, je peux lancer la synthèse, la requête de la synthèse médicale. Là-dessus, en fait, j'obtiens, un fichier d'origine, donc tel qu'il est disponible en fait dans la base au Portugal. Ici, par exemple, toutes les sections bleues plutôt relatives aux patients, toutes les sections jaunes plutôt relatives aux données cliniques. On s'en sort plutôt pas mal en fait en français quand on lit du portugais, ça va être beaucoup moins simple avec d'autres pays et c'est là que ce dispositif est important et notamment cet onglet ici où on va aller dans le détail de ces sections cliniques. Donc allergie, réaction indésirable, une pathologie active ici, dans laquelle on peut toujours remonter, et confronter le texte original, au patient. Les historiques de traitement reçus avec donc en format structuré, hein, le principe actif, dosage, voie d'administration, date de début. Là, je vois par exemple le code ATC ici si on passe sur la base, sur le format pivot. Les antécédents chirurgicaux et donc je vois par exemple une césarienne ici, en 2008 et l'historique vaccinal ici, qui s'appelle une section immunisation. Ça, en fait, en somme, c'est simplement une consultation. Là, à partir de là, je ne viens pas, pousser de la donnée dans le dossier patient au Portugal, mais en fait, ce qui se passe, c'est quand même, c'est le mécanisme derrière tout ça, d'être en capacité d'aller demander cette donnée, l'afficher en français, à l'instant T, c'est complètement inédit. C'est la première brique, en fait, pour ce réseau complet européen et hem et c'est du coup le premier cas d'usage, qui est opérationnel quoi, complètement opérationnel. Là-dessus, moi, je vais vous pousser dans le chat quelques liens, par exemple, donc de l'interface elle-même Césali, de ce qu'on a pu y mettre sur le portail industriel et là, maintenant, j'ai en quelques secondes une petite opportunité de rechercher des bêta-testeurs avec nous parce que du coup, cette interface web, IHM web, sur un portail spécifique, elle est disponible. Maintenant, l'objectif, c'est
c'est de la permettre au logiciel de santé, en fait, de s'y raccorder tout de suite. Pour ce faire, nous, pour être un peu transparent, on voudrait la publier d'ici la fin de l'année et débuter des tests à partir de T1 2023 avec vous, industriels, éditeurs logiciels. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que toute la petite démonstration commentée que j'ai passée avant, on la retrouve ici de manière technique. La première étape, c'est donc tout ce qui va être le jeton ProSanté Connect. Ici, valider le profil du professionnel de santé. Et puis, les différentes requêtes. En fait, on a 11 requêtes au total pour parcourir l'ensemble de la démonstration. La recherche du patient, avec son profil, son trait d'identité qui est routé au bon pays. La réception de ces données méta et en fait les différents documents, donc au format PDF d'origine que vous avez pu voir, mais aussi au format XML en fait qui est du format CDA R2 niveau 3. Et, et donc là-dessus, je vais vous mettre aussi du coup une adresse email sur laquelle vous pouvez nous donner vos intentions de participation sur anseurope@santé.gouv.fr. Et comme ça, vous rapprochez un petit peu des équipes pour voir comment implémenter ces ALID directement dans vos solutions logicielles. Avec tout ça, Isabelle, ça m'a donné un bon moment effectivement de zoomer sur le très concret, hein, ce qu'on voit déjà aboutir. Donc merci beaucoup pour ça. Et je pense qu'on va passer à la suite à propos du règlement européen et de ce que ça va changer. Oui, tout à fait. Merci Antoine, c'est très enthousiasmant. Donc vous l'avez vu, donc aujourd'hui il y a un meilleur confort de purge par le professionnel de santé français lorsqu'il fait face à des patients venant des 7 pays qui sont déjà connectés à CESALI. Alors, il y avait une question également dans le chat sur le nombre de connexions à CESALI sur ce cas d'usage par mois. Donc, aujourd'hui, c'est encore extrêmement limité pour la raison que beaucoup de professionnels de santé ne savent pas que CESALI existe encore et ils ne savent pas encore qu'il y a 7 pays connectés. Donc, c'est quelque chose qui va progresser et sur lesquels on vous tiendra informé. Alors, pour le projet de règlement, donc cette partie connexion des systèmes de santé dans le cadre de la prise en charge fait l'objet du chapitre 2 du projet de règlement. Donc, vous savez que ce projet de règlement est découpé en chapitres et c'est pour ça qu'on a découpé les webinaires également selon ces chapitres. Alors, qu'est-ce qu'il va faire principalement? Eh bien, ce projet de règlement va rendre la participation au dispositif obligatoire. Donc, la France l'a rejoint sur base volontaire comme les 10 autres pays. Donc, puisque nous sommes 11 pays au total déjà sur le dispositif, d'autres pays, Antoine vous l'a montré, sont en train de préparer le onboarding d'ici 2025 sur certains cas d'usage et puis après sur d'autres cas d'usage. Et ce projet de règlement va rendre cette participation de facto obligatoire. Alors, ça va s'associer avec évidemment de nouvelles contraintes entre guillemets pour de façon à avoir cette homogénéisation au sein de l'Europe, alors qui va être gérée par une autorité de santé numérique qui va contribuer au niveau de l'Union européenne évidemment à développer et à continuer de maintenir et développer l'infrastructure mise en place et les sauts technologiques futurs y incluent probablement aussi une harmonisation à terme d'une partie des standards techniques. Et elle va aussi veiller à ce que les capacités nationales permettent en fait d'assurer cette interopérabilité et cette sécurité de la circulation de l'information dans le cadre du parcours de soins. Alors, le projet de règlement prévoit un format d'échange européen pour les dossiers de santé électronique. Donc, ce sont les fameux standards que j'évoquais jusqu'à présent. Et Antoine vous a mis déjà ce qui existait déjà et qui avait été co-validé et co-construit d'ailleurs par l'ensemble des pays européens. Ensuite, il y aura des exigences qui seront, elles, relatives à l'identification électronique des utilisateurs, qu'ils soient patients et professionnels de santé, ainsi que pour le cas spécifique de la télémédecine, des modalités d'accès pour accéder à ces services.
Donc, comme on l'a déjà dit en début de webinaire, ça s'accompagne de droits renforcés par les individus sur leurs données de santé. Et vous avez vu qu'on était dans l'épure en France avec la mise en œuvre de Mon Espace Santé. Donc, le droit d'accéder immédiatement, gratuitement, dans un format facilement lisible, consolidé et accessible à leurs données de santé. Donc, on va autrement dit plus loin que le RGPD dans le cadre de ce projet de règlement. C'est une question qu'on a souvent, si ce règlement, comment il s'articule avec le RGPD. Donc là, en l'occurrence, il vient compléter le RGPD pour l'utilisation des données de santé dans le cadre du parcours de soins. Il propose aussi actuellement d'ajouter des données de santé dans le dossier et de donner accès à des destinataires, donc un terme plus large que ce qu'on connaît nous en France, de leur choix du secteur de la santé. On vise aussi certaines catégories de données qui sont intégrées en priorité dans cet espace européen de données de santé, donc les fameux cas d'usage qu'évoquait Antoine et dont vous avez la liste à l'écran. Donc, si on zoome sur cet article 3, on a dans le projet de règlement donc le principe que chaque État membre met en place un ou plusieurs services d'accès aux données de santé électroniques permettant justement d'exercer ces droits et vous les retrouvez ici de manière peut-être plus claire. Donc, ce principe d'accéder immédiatement, gratuitement, dans un format facilement lisible aux données de santé et les autres droits que nous venons d'évoquer. Voilà, donc dans l'article 10 qui concerne donc l'autorité de santé compétente, donc chaque État va lui aussi désigner une autorité de santé numérique qui va veiller au respect des droits des individus, à la conformité des exigences et qui va permettre donc de développer, de contribuer aussi à la définition des étapes ultérieures des solutions techniques. Donc, on a une coopération qui va se mettre en place également avec les autorités de contrôle et bien entendu les pairs dans les autres États membres, donc les autres autorités de santé numérique. Et le projet de règlement prévoit que cette autorité établisse un rapport annuel. Voilà, en ce qui concerne donc le calendrier d'application, parce que ça aussi c'est quelque chose d'important. Alors ça, c'est à prendre évidemment avec des pincettes, puisque nous sommes en pleine négociation de ce texte. On a un premier projet de compromis qui vient d'être d'ailleurs mis à disposition des États membres vendredi par la présidence du Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire la République tchèque. Néanmoins, donc, ce que l'on pense, c'est que la négociation du texte devrait se terminer vers fin 2023. Et aujourd'hui, le texte prévoit une entrée en vigueur de ce règlement 1 an après son adoption. Donc, ce qui ferait fin 2024, avec des périodes de transition pour certains éléments. Et donc, le fait que le maillage donc, que nous avons présenté aujourd'hui soit réalisé avant fin 2025. Donc, autant vous dire que le rythme graphique et en cas d'usage en 2025 et la mise en œuvre de son caractère obligatoire avec tous les éléments qui vous sont présentés aujourd'hui. Donc, nous avons, vous le savez, ouvert une consultation de façon à ce que nous puissions inclure justement dans le cadre de la négociation les remontées que vous pourriez nous faire, qu'elles soient d'ailleurs en termes d'opportunités, de risques, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi de difficultés pratiques que vous pourriez identifier ou de besoins de clarification, ce qui peut modification ou de propositions d'amendements. Donc ça, c'est les travaux sur lesquels nous sommes engagés au cours des prochains mois. Donc et tout ça va aller donc très 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 vite. Donc nous vous invitons vraiment à formuler participer.fr qui est à l'écran. Pour
Mince, je pense qu'Isabelle vient de sortir. Donc effectivement, il y a ce lien de participation qu'on va vous repasser dans la conversation. Alors merci de me relancer. Je vois du coup bien, votre question. Hop, j'essaie de vous passer le lien directement, aussi en même temps. Et là donc pour la démonstration que je vous ai passée tout à l'heure, c'est du document, c'est du CDA qu'on s'envoie, CDA, R2 niveau 1, niveau 3. Et on suit des profils, en fait, les transactions des profils IHE. Ça veut dire, par exemple, on va faire une XCPD pour la Patient Discovery, puis des XCA entre les différents points de contact. Et Isabelle, super, je vois que tu es de retour. Je mets le lien en fait directement de la plateforme Participer. Et aujourd'hui, il me semble qu'on soit sur le chapitre 2. Donc je vais vous mettre le lien spécifique dans la conversation. Alors, donc avec ça, on a vu une bonne partie du programme d'aujourd'hui. Du coup, on peut avoir un temps de questions-réponses. Peut-être, merci aussi, c'est super, Élodie, si tu veux rester sur la slide effectivement de la suite aussi des différents webinaires. Comme ça, on aura tous les dates d'afficher, notamment pour les autres chapitres. Je lis une question ici. Comment la compétence de la future autorité de santé numérique va-t-elle s'articuler avec celle de la CNIL pour les données à caractère personnel? Idem au niveau européen entre les autorités européennes de l'EHDS et celles prévues par le RGPD. Donc ça, c'est la toute dernière question que je vois ici, donc à savoir du coup l'indépendance en France de l'autorité CNIL, VS règlement européen et autorité de santé du coup partagée. Alors, je ne sais pas, Antoine, tu voulais que je réponde à la question, c'est ça? La question, ouais, c'est indépendance CNIL Oui. versus règlement européen, autorité commune. Oui. Donc en fait, aujourd'hui, donc l'articulation en fait entre ces différentes autorités fait l'objet de demandes de précision auprès de la Commission européenne parce qu'on n'a pas un cadre qui est totalement clair effectivement. Donc on a aussi nous de notre côté encore certaines questions. Par contre, à l'inverse, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'en France, on est déjà équipé effectivement de ce type d'autorité, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des autres pays. Donc pour certains pays, c'est quelque chose de nouveau. Nous, ça va nous demander peut-être de revoir un petit peu le partage des rôles et responsabilités entre les différents acteurs, mais globalement, nous sommes quand même déjà très alignés avec ce qui est proposé dans le cadre de ce projet de règlement. Donc avec ça, on est à la fin de notre présentation. On peut encore rester un petit temps pour prendre des questions. À la suite, dans un peu moins d'une dizaine de jours, donc la partie 3 sur la future autocertification des DM électroniques et à la fin du mois, la réutilisation des données de santé en Union européenne. Alors pour la question, pour avoir accès au support de présentation, oui, bien sûr, il sera mis en ligne, et tout comme le replay, vous allez tout recevoir. On le met, Elodie, en ligne sur la page webinaire de l'agence, directement en fait sur la page d'inscription, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vous remets le lien dans le chat. Comme ça, ce sera la même page. Bon, bah, super. Et Je si vous vous passe un n'avez pas lien de en plus questions, sur le portail industriel pour ces alliés et je pense qu'on va être bon. Oui, alors je vois qu'il y a des questions. Il y a une question sur les standards d'interopérabilité. Donc, les mentions sont actuellement génériques puisque ce règlement, effectivement, va être adopté pour une période enfin,
très longue. Et donc l'objectif, c'est plutôt d'avoir une structuration des travaux et une gouvernance qui se met en place, qui puisse gérer, justement, comme je le disais tout à l'heure, les sauts technologiques et les évolutions. Donc aujourd'hui, on a deux choses, en fait, au niveau européen. On a les guidelines qui ont été émises par la Joint Action XIELS et les travaux précédents et auxquels Antoine pour lesquels Antoine vous a mis les pointeurs tout à l'heure dans le cadre de sa présentation. Et d'autre part, en termes de standards d'interopérabilité, un premier standard a été demandé par la Commission européenne pour justement favoriser cette interopérabilité en Europe. Et il s'agit du standard de la terminologie SNOMED-CT, qui a été adopté par la France et enfin c'est en cours d'adoption puisqu'on est en négociation de contrat, mais en tout cas la France est engagée dans l'adoption de cette terminologie SNOMED-CT justement dans le cadre européen. À terme, avec le projet de règlement, il y aura donc une nouvelle gouvernance qui va se mettre en place et là les choses vont être un petit peu différentes. Ce que prévoit actuellement le projet de règlement, c'est que des actes délégués soient émis et dans lesquels on ait donc une adoption de standards techniques au niveau européen et sur base de recommandations d'un groupe technique qui fera des propositions et auxquelles contribueront l'ensemble des États membres. Donc ça, c'est aujourd'hui le dispositif qui est mis en œuvre au niveau européen. Et donc, oui, dans les guidelines, je vois d'autres commentaires. Il y a effectivement certains standards et terminologies qui sont déjà proposés, mais tout ça est une matière qui est de facto évolutive. Et donc, le principe, c'est de passer à une gouvernance qui, à terme, impose en fait des standards. Aujourd'hui, on a une proposition dans le cadre des guidelines qui sont émis par XIELS. Je vois aussi, Antoine, une autre question sur les outils Clinical Patient Management System et ERN pour les European Reference Networks. Donc là, alors on est sur des thématiques, c'est un petit peu, on n'est pas tout à fait sur le même périmètre en fait. Ici, là, exactement. ce réseau-là, il est vraiment sur la consultation ou par exemple dans le cas de la e-prescription, de l'écriture de données de santé sur ce réseau-là très sécurisé pour lequel chaque État membre se positionne en tant qu'opérateur. Donc c'est un périmètre un petit peu trop différent pour pouvoir c'est quand même des objectifs, des finalités qui sont un petit peu éloignés. Donc il n'y a pas de collision directe entre ces programmes. Alors, on nous redemande la question sur la partie VSM. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, nous avons déployé le cas d'usage où le professionnel de santé français reçoit en fait l'équivalent du VSM qui a été produit dans un autre pays européen. Ce que l'on a présenté tout à l'heure, et on vous a même dit qu'il y avait un décret qui avait été émis l'année dernière, en juillet 2021. Donc, ce qui est prévu, c'est que le DMP, en principe, alimente l'infrastructure européenne. On doit encore établir la connexion entre le DMP et le NCPEH pour que ce soit donc le National Contact Point of e-Health, qui est donc géré par l'Agence du numérique en santé. Donc tout ça, ce sont des projets pour le futur en prospective de notre côté, puisque la France n'est pas encore dans cette dimension-là. Et lorsque l'on fera ces projets, il faudra évidemment regarder de manière fine la manière d'alimenter l'infrastructure européenne. Donc, répondre à la question est un petit peu trop en amont de ce projet, puisqu'il n'a pas encore démarré. Mais bien entendu, ce sont des questions qui devront être traitées à l'époque. Le principe de base étant l'alimentation par le DMP. Merci beaucoup, Isabelle. Question, mais peut-être que j'en ai... Bah, écoutez, si on est bon, je vous propose qu'on s'arrête là. On se retrouve
jeudi prochain pour le 3e webinaire. Merci à tous les deux pour votre présentation. Merci à tous pour votre participation et pour vos questions. Et puis, bon après-midi et à très vite. À bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Au revoir.